Alors, on aborde maintenant un autre type de problème. On aborde le problème où la sollicitation qui est appliquée est une sollicitation qui n'est plus nécessairement harmonique, comme c'était le cas tout à l'heure, donc c'est-à-dire composée de sinus et de cosinus, mais on a une sollicitation qui est périodique. Et on suppose que la période de la sollicitation est T0, d'accord? C'est la période de sollicitation qui n'est pas la même que la période de la structure. Okay, T1, c'est la période de l'oscillateur. Cet oscillateur-là, K, M et C. T1 est égal à 2pi racine carrée de M sur K. Et T0, c'est la période de la sollicitation. On sait bien que si la période de la sollicitation, on anticipe évidemment, si la période de la sollicitation est proche de la période de l'oscillateur T1, on doit attendre un problème de résonance. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une force qui est une force périodique? Bien, on a une théorie qui est bien connue, qui s'appelle la théorie des décompositions en série de Fourier. Et la décomposition en série de Fourier nous dit que une fonction qui est périodique peut se décomposer comme une somme de composantes qui sont des composantes harmoniques. Ok, donc attention, il est important que P soit périodique, avec une période T0, ça veut dire qu'elle est plus petite que l'infini. On pourrait dire que n'importe quel signal est périodique, on dira ça tout à l'heure. N'importe quel signal est périodique s'il a une période qui tend vers l'infini. D'accord, mais nous on a envie d'avoir une période qui est une période finie, première chose. Et deuxième chose, on a une somme de composantes qui sont des composantes harmoniques. Ok, donc dans cette expression de la décomposition en série de Fourier, oméga est égal à 2pi sur t, t0 étant la période de la sollicitation. Et les coefficients a, n et bn, mais si on va voir la théorie relative aux décompositions en série de Fourier, en fait on peut les calculer de cette manière-là. An, 1 sur t0, l'intégrale de moins t0 demi à t0 demi de p. On peut aussi écrire, si vous voulez, 1 sur t0, l'intégrale de 0 à t0. C'est la même chose, hein, puisque la fonction p est périodique. On a le droit de décaler. Et donc, on constate en fait que A0 n'est rien d'autre que la moyenne. Et puis, AN, il y a un coefficient 2 qui vient devant. On peut le comprendre parce qu'on n'a que des fréquences positives. Si on avait des fréquences à la fois positives et négatives, on n'aurait pas besoin du 2. Donc, je veux dire par là que si au lieu d'aller pour n égale à 1 jusqu'à l'infini, si on allait de moins l'infini à plus l'infini, à l'exception de 0, on pourrait se passer du 2. Et on voit qu'en fait, ici, on fait une projection de P de t sur les bases des cosinus n oméga 0 t et sinus n oméga 0 t. Okay, une fois qu'on a fait ces projections, on a les amplitudes des coefficients à utiliser pour recombiner justement avec ces formes de base. On a les coefficients à utiliser pour recombiner avec ces formes de base et reconstruire le signal P de t qui est périodique de par sa définition. Ok, donc ça c'est la théorie des séries de Fourier. Et elle nous dit donc que n'importe quelle fonction périodique peut être décomposée sous la forme de cette somme. Mais bien sûr, si la sollicitation est périodique, souvenez-vous de l'exercice exploratoire, quand on force le système avec une fréquence donnée, le système va s'adapter et prendre la même fréquence que la fréquence de l'excitation. Puis on l'avait laissé en régime libre et on avait dit qu'il changeait de fréquence ou de période. Ok, mais tant qu'il est en régime forcé, le système prend la même fréquence que la fréquence de l'excitation. Et donc ici, en régime établi, en steady state, en régime établi, si la sollicitation est périodique, ben la réponse, elle sera aussi périodique. D'accord? Donc cette décomposition qui existe pour P, elle existe aussi bien sûr pour Q. Je fais juste un petit exemple avant de traiter l'analyse de la structure. Je fais juste un petit exemple de décomposition. Si on prend l'exemple d'une personne qui court
C'est un modèle relativement simple qu'on peut utiliser pour modéliser la sollicitation d'une personne qui court sur un plancher ou sur une passerelle fixe. Elle consiste à dire que le pied gauche tape sur la structure et donc génère une sollicitation qui ressemble à ceci. Et puis ensuite, on a le pied droit, la personne d'école. Hein, quand on court, quand on jogue, quand on fait un jogging, à un moment donné, il y a un instant, on a les deux pieds en l'air. Le pied gauche touche et puis le pied droit touche, etc., etc. Et on a une sollicitation qui est périodique et qui peut être modélisée par ce type de fonction-là, en demi-sinus. Et donc le modèle qu'on peut utiliser, qui est un modèle relativement simple pour représenter cette sollicitation, consiste à dire qu'on a une force qui est égale à P0, qui est généralement une fraction du poids de la personne qui court. Ok, typiquement, quand on a un jogger, on va avoir quelque chose de l'ordre de 0,3, donc 30% du poids, donc la masse fois la gravité, donc 30% du poids du jogger, multiplié par un sinus de 2πt sur T0, où T0 est la période de la sollicitation. Elle est notée TP ici parce que c'est une image qui vient d'un autre bouquin. Alors, bon, tout calcul fait, on peut calculer ces intégrales. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple que A0 est égal à P0 sur pi. Donc P0, c'est l'amplitude qui est ici. P0 sur pi, ça fait à peu près 0,3 P0 de nouveau. Donc en fait, on a 0,3 de 0,3. Donc ça veut dire que la valeur moyenne, c'est à peu près 10% du poids de la personne. Ok, et la valeur moyenne, elle sera obtenue où ici? Elle sera obtenue par une ligne qui est à peu près ici. Voilà. C'est le centre de gravité, si vous voulez, le centre de gravité de la valeur de P. Et là, donc, on a P0 sur pi est égal à 0. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On peut ajouter là-dessus des composantes qui sont des composantes cosinusoïdales, dont les amplitudes sont données par les AN, et d'autres composantes sinusoïdales, dont les amplitudes sont données par les BN. Alors, bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc la sollicitation est représentée par une somme. Ok, c'est représenté à la dia suivante. On dit donc que la sollicitation P de T, elle est égale à 1,0 plus, alors si je regarde les BN, vous voyez ici qu'en réalité, il y a juste le premier des BN qui est non nul, et puis tous les autres sont nuls. Tout simplement parce qu'en fait, le premier, il est non nul, parce que si n est égal à 1, on récupère une intégrale de sinus carré sur sa période, chose qu'on connaît bien, une demi-période, mais enfin, chose qu'on connaît bien. Et si n est plus grand que 1, en fait, la projection s'annule. Donc on a un et un seul terme en sinus, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Pour les termes en cosinus, on trouve que tous les termes d'ordre impair sont nuls, et il ne reste que les termes d'ordre pair. Et alors, ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que vu qu'on a un n qui vient au dénominateur là-bas, l'amplitude de tous les termes en cosinus devient de plus en plus petite au fur et à mesure qu'on augmente la valeur de n. D'accord? Donc, on va retrouver pour les cosinus A2 cosinus, A4 cosinus, A6 cosinus de psi oméga 0, etc., etc. Mais avec une amplitude, ici, vous voyez, qui est de plus en plus petite au fur et à mesure qu'on avance. Alors donc, ce que la théorie des séries, de la décomposition en séries de Fourier nous dit, c'est que la sollicitation P de T peut s'exprimer comme une constante, donc le A0, plus une première composante harmonique qui est proportionnelle au sinus. Si on fait la somme de ces deux premiers termes, vous voyez qu'on obtient la courbe en bleu ici en dessous. La courbe en bleu, c'est pas mal, elle représente déjà assez bien la sollicitation, mais c'est pas encore parfait. Si on lui ajoute à cette courbe en bleu, si on lui ajoute le troisième terme, qui est la solution en cosinus ici, on passe à une autre représentation qui est la courbe en bleu ici. Vous voyez qu'il reste encore quelques oscillations, c'est pas parfait, mais on s'approche de la sollicitation P de T. Si on ajoute le quatrième terme, on augmente l'ordre d'approximation et on s'approche réellement de la sollicitation qui est périodique. Ok, donc ceci c'est simplement pour vous illustrer que P de T qui est périodique, quelle que soit la forme de P de T qu'on puisse imaginer, on a une décomposition en série de Fourier qui nous permet de la représenter comme une somme de composantes harmoniques. Alors cette décomposition-là, on peut la représenter sous forme de diagramme en bâtonnet, un bar plot, et ces petits bâtonnets nous indiquent la valeur du A0, elle est unique,
Et puis, pour chacun de ces bâtonnets, les valeurs des amplitudes qui viennent avec les différents coefficients AN et BN. Donc nous, on a vu notamment que dans le cadre de cet exemple-ci, on avait juste le A2, le A4, le A6, le A8, etc. qui étaient non nuls, avec une décroissance en 1 sur 1 moins n carré, d'accord, ce qu'on a écrit ici en haut. Et ensuite, on a vu que dans les composantes sinusoïdales, il y avait juste la première composante qui reste. De manière plus générale, on pourrait bien sûr avoir d'autres bâtonnets, et il n'y a pas de raison que ce soit monotonément décroissant. On pourrait potentiellement avoir des bâtonnets au milieu qui sont plus importants que d'autres. Ok, une fois qu'on a bien compris que la sollicitation peut se décomposer en une somme de composantes harmoniques, on peut utiliser le principe de superposition. Alors, le principe de superposition nous dit quoi? Nous dit que si Q1 est une solution de l'équation du mouvement sous l'action F1, si Q2 est une solution sous la sollicitation F2, alors si, comme sollicitation, je prends une combinaison linéaire α1 F1 plus α2 F2, la solution en réalité alors est α1 Q1 plus α2 Q2. C'est évident, puisque le problème est linéaire, on peut procéder à la combinaison linéaire terme par terme ou membre par membre en combinant les deux équations précédentes. Et donc si on veut appliquer ça au chargement périodique, j'ai envie de dire c'est évident, puisqu'on sait qu'une sollicitation périodique peut s'exprimer sous cette forme-là, ben on n'a juste qu'à calculer la réponse à chacun des chargements élémentaires, donc c'est-à-dire une constante à 0 ou bien 1, et puis après ben, tous les termes élémentaires de cosinus, et puis en fait combiner linéairement toutes ces réponses. Donc si on note Q0, la réponse sous A0, Qn1, la réponse sous AN cosinus n oméga 0t, et Qnb, la réponse sous le sinus, eh bien en fait la réponse totale n'est rien d'autre que Q0 plus la somme des Qn1 plus la somme des Qnb. D'accord? Donc ça c'est relativement simple. J'ai envie de dire, ça fonctionne bien si on pense à la solution en régime stationnaire uniquement. Hein. En régime stationnaire. Alors, si vous aviez encore des doutes tout à l'heure, quand je disais qu'à une sollicitation périodique correspond une réponse périodique, bien maintenant c'est évident, puisque si Q s'exprime sous la forme de l'équation 35 du membre de droite, on voit que Q s'exprime comme une somme qui est une somme en décomposition de Fourier, donc a fortiori, Q est une fonction qui est aussi une fonction périodique. Okay, et donc on ne se tracasse que périodique, donc on ne se tracasse que de la réponse en régime stationnaire. Ok, donc je reviens ici à la décomposition de P et de T, les différentes contributions à la sollicitation, celles qu'on a déjà illustrées préalablement, et à chacune d'elles va nous donner réponse. À une sollicitation constante, ben, la réponse quasi stationnaire, la réponse stationnaire, elle est constante. Il n'y a pas de secret, on peut l'écrire tout de suite, c'est A0 sur K. La solution à B1 sinus oméga 0, elle donne ceci. La solution à A2 cosinus 2 oméga 0, elle nous donne ceci. A4 nous donne ceci. La somme de toutes ces quatre réponses nous donne Q de T, la réponse qui est une réponse périodique, qui est un peu plus compliquée, mais pas beaucoup plus compliquée. Alors, si on analyse donc l'exemple que je vous ai montré ici sur la dia est un exemple réel. Donc il a été pris avec des valeurs qui sont des valeurs numériques réelles des paramètres, des fréquences, donc de la masse, de la raideur, etc. Si on analyse un petit peu plus en détail donc, ce qu'on observe ici, ben, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que, donc, de toute évidence, A0 sur K, là on a une réponse qui est une réponse quasi statique. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que pour le terme en B1, sinus de oméga 0t, on voit que la réponse quasi statique, qui est représentée en trait noir pointé derrière, est quasiment la même que la réponse dynamique. Donc quasi statique est quasiment la même que la réponse dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un régime quasi statique. Et donc, en d'autres termes, ça veut dire que oméga 1, la fréquence propre de la structure, est beaucoup plus grande que la pulsation oméga 0. Regardez ici, on voit un coefficient d'amplification dynamique. Si on voit un coefficient d'amplification dynamique relativement important, je dirais à l'œil 3,
Ben, on est dans quel régime? On est dans le régime résonant. Donc si on est dans le régime résonant, ça veut dire que 2 oméga 0 est probablement similaire à la pulsation propre du système qu'on est en train de regarder. Et puis si on va voir plus loin, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un coefficient d'amplification dynamique qui est beaucoup plus petit que 1 dans ce cas-ci. Et donc on est dans quel domaine? On est dans le domaine inertiel. D'accord? Donc j'utilise directement ce qu'on a vu dans une des vidéos précédentes, quand on étudiait la réponse à une réponse qui est une réponse harmonique. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que oméga 1 est plus petit que 4 oméga 0. Ok, donc évidemment ici c'est pour l'exemple que je vous ai choisi un exemple où la réponse était d'abord quasi-statique, puis résonante, puis inertielle. Et en fait, si on avait envie de conserver, je dirais uniquement les 3 premières composantes de la réponse, donc les 2 quasi-statiques et le résonant, on aurait déjà une toute bonne représentation de Q de T. D'accord? Donc le fait que les dernières composantes et les composantes à plus haute fréquence se trouvent dans le domaine inertiel font en sorte qu'on peut justifier encore plus la troncature de cette décomposition en série de Fourier. Ok, de manière schématique, comment est-ce qu'on peut représenter ceci? Ben, la sollicitation est représentée par ces petits bâtonnets, les AN et les BN. Si on a envie de comprendre la réponse, l'effet de chacune de ces composantes harmoniques sur la réponse, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit considérer la fonction de transfert H dont on a parlé tout à l'heure. R, c'est l'amplitude, et phi, c'est la phase, entre 0 et pi. Là, on récupère le bêta. Okay, c'est simplement indiqué ici de manière schématique. Bien alors, qu'est-ce qu'on voit? On va changer de couleur pour les différentes composantes. On voit que la composante A0 répond de manière statique, sans déphasage, et nous donne la composante A0 de la réponse. On voit que la composante A2, qui se produit à la pulsation 2 oméga 0, va nous fournir une grande composante de la réponse. Vous voyez que le déphasage ici est proche de 0, elles sont quasiment en phase. Donc pour une amplitude AN2 dans la sollicitation qui est négative, on récupère une amplitude AN2 dans la réponse qui est négative. On a passé entre les deux le B1 qui apparaît à une pulsation oméga 1. B1 est positif dans la sollicitation, il est donc également positif dans la réponse. Si on va voir plus loin, on a le AN4 qui est négatif dans la sollicitation. On est en opposition de phase, ici. Et je pense que c'est une erreur de représentation. On doit avoir un plus AN dans la réponse. Ok, et donc on retrace clairement les différents régimes dont on avait parlé préalablement. On a le régime quasi-statique ici. On a le régime inertiel là-bas. Et on a entre les deux un régime qui est le régime résonant. Alors, avec ce type de raisonnement-là, on est capable de comprendre à peu près tout ce qui est important dans la dynamique des structures, à 1 degré de liberté pour le moment, et qui sont sollicitées par des sollicitations qui sont périodiques. Il faut dire effectivement que toutes les sollicitations ne sont pas harmoniques. Un piéton qui marche est une sollicitation qui est périodique. Des tourbillons de von Karman qui se détachent sont en grosse partie harmoniques, mais pas purement. D'accord? Donc c'est important de pouvoir comparer le spectre de la sollicitation et de pouvoir comparer donc toutes ces composantes harmoniques qui sont à des multiples entiers de oméga 0, donc des n oméga 0, qui sont des multiples entiers de 2pi sur t0, avec t0 la période de sollicitation. C'est important de pouvoir comparer le spectre de toutes ces fréquences, donc les amplitudes de toutes les composantes harmoniques qui composent la sollicitation aux différentes fréquences n oméga 0, pouvoir les comparer entre elles, voir précisément où toutes ces composantes tombent par rapport à la fonction de réponse fréquentielle de la structure,
et voir dans quelle mesure elles peuvent éventuellement interagir avec la position oméga 1, qui est la position de la fréquence propre de la structure. Donc si ici, au lieu d'avoir une fréquence propre qui était approximativement égale à 2 oméga 0, si elle avait été égale approximativement à 4 oméga 0, bien il était certain que il était nécessaire dans ce cas-là d'inclure dans le calcul de la réponse la valeur, la composante harmonique à la fréquence 4 fois oméga 0. Ok, alors une alternative, j'ai parlé de décomposition en série de Fourier réelle, mais il existe aussi une décomposition en série de Fourier complexe. Complex Fourier Series Decomposition. Cette décomposition en série de Fourier complexe, elle prend cette forme-là. Vous voyez qu'on va maintenant de moins l'infini à plus l'infini. Elle a un avantage par rapport à l'autre, c'est qu'elle est un peu plus générale. Elle permet par exemple notamment de représenter une décomposition en série de Fourier d'une fonction qui ne serait pas réelle. Mais même si la fonction est réelle, elle présente bien sûr un certain avantage. L'avantage de nouveau, c'est le fait que les notations soient relativement compactes. Voilà la notation pour P. C'est exactement l'équivalent de ce que nous, on avait noté ici. Voilà, pour le P. Et l'équivalent du calcul de tous les coefficients, les AN, les BN et le A0 qui rentrent dans la définition, bien cet équivalent-là, il est relativement simple quand on a une transformée de Fourier complexe, puisque des coefficients, on n'en a qu'un, c'est en réalité le même pour tous, et ces coefficients, on les calcule de cette manière-là. Ok, donc l'histoire, elle est la même. Si on a envie de calculer la réponse sous l'effet d'une sollicitation qui est une combinaison de sollicitations qui sont harmoniques, ben, il suffit de calculer la réponse sous l'effet de chacune d'entre elles, donc sous l'effet de P0, de P1, de P2, etc., etc. C'est en fait la raison, je ne voulais pas le dire tout à l'heure, mais c'est la raison pour laquelle, quand dans une vidéo précédente, on avait étudié la réponse sous des charges harmoniques, on avait considéré aussi éventuellement la potentialité d'avoir une sollicitation qui était complexe. Ok, alors donc qu'est-ce qu'on avait vu justement? On avait vu qu'à une sollicitation complexe correspondait une réponse complexe dont l'amplitude et la phase étaient données par ceci. Bien, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'expression complète de la réponse Q est la somme de tous ces résultats-là. Donc c'est la somme des H de n oméga fois Pn de In oméga bar t. Et ça, c'est l'équivalent complexe de ce qu'on a vu tout à l'heure, de l'équation 35, qui est cette équation-là. Ok, donc excessivement simple. Si on a la possibilité et le luxe de pouvoir comprendre un peu le fonctionnement de l'analyse mathématique avec les nombres complexes, on a des expressions qui sont, au bout du compte, beaucoup plus simples. D'accord, je vais les mettre aussi en couleur parce que celles-ci sont relativement importantes. Celle-là, on l'avait déjà vu plus tôt. Ok. Bon, si on a bien compris ça, je vous laisse faire un petit exercice. Je vais poster une vidéo en même temps. N'hésitez pas à la regarder sur eCampus. Elle est assez sympathique, vous verrez. C'est une petite animation que j'ai faite il y a quelques années. Elle est marrante en même temps. On voit un bonhomme qui est animé, un petit dessin animé dans MATLAB, et qui saute sur une passerelle. Le nom du fichier que vous allez chercher s'appelle simplement jumping.m. Et vous devriez retrouver là-dedans tout ce qu'il faut pour pouvoir représenter cet exercice. Donc l'exercice est le suivant. Un homme est en train de sauter sur une poutre de 5 mètres de portée. L égale 5 mètres. La force qui est générée est supposée être un demi-sinus avec une amplitude de 1000 newtons. Elle est énorme, parce que ça fait 100 kg, donc c'est probablement un sacré gros gaillard. Dans le sens où je vous ai dit que c'était en fait 30% du poids de la personne, donc ça ferait une personne de 300 kg. C'est un peu beaucoup. Et donc cette force, elle est générée elle est représentée donc comme ceci. Elle est égale au sinus si f est négatif, et elle est égale à 0 sinon. Donc en fait, on a une force qui vaut ceci, voilà, au cours du temps. F de t au cours du temps. C'est la même que celle qu'on a vue tout à l'heure, elle est juste négative parce qu'on la prend vers le bas. On connaît en plus de ça la raideur flexionnelle de la poutre, 4 10 puissance 4 newton par mètre carré, newton fois mètre carré. On connaît une masse par unité de longueur. On connaît un coefficient d'amortissement. Et alors la question qu'on vous pose, calcule le déplacement maximum sous cette charge dynamique
si on suppose que la personne a ajusté sa fréquence de saut à la fréquence de saut qui correspond au pire des cas. Et alors, nota bene, le résultat peut être calculé avec des calculs à la main. Ok, on va voir les détails dans une petite minute. Vous avez la solution numérique dans MATLAB avec le fichier jumping.m. Ok, validate your findings with a step-by-step simulation, c'est ce qu'on peut faire. On peut tenter de confronter les solutions numériques aux solutions théoriques qu'on pourrait obtenir à la main. Bon alors, la personne, on va supposer qu'elle saute à mi-longueur de la poutre. On va fournir 2-3 hypothèses en plus. On va supposer donc que la poutre vibre dans son premier mode propre. Que le mode qui nous intéresse, c'est simplement sinus de pi fois x sur L. Et donc on transforme ce système-là en un système à 1 degré de liberté équivalent. Ok, je propose de vous laisser la chance de faire une pause dans la vidéo. Vous posez quelques minutes sur une feuille blanche avec un stylo. Éventuellement, vous revenez sur les dias précédentes qui donnent toutes les solutions analytiques de ce problème-là. Et vous tentez de résoudre ce problème. Ok, voilà. Donc si le problème il est résolu, ou si vous buguez un peu sur le problème, ben, on peut regarder ça ensemble. Et on peut tenter donc de comprendre précisément ce qui se passe. Alors, je vais ajouter une page ici pour avoir un petit peu de place pour écrire. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a besoin de s'inspirer de ce diagramme-là. Donc, on a dit que la sollicitation qu'on a, elle est tout à fait similaire à la solution qu'on a étudiée tout à l'heure. Donc, il y a un A0, il y a un A2, A4, A6, il y aura un B1. Et donc, cette information-là, on en a besoin pour représenter donc, la sollicitation. Donc, si j'écris ici, sollicitation, elle va être représentée par A0, A1, non, sorry, A2, A3, il n'y en a pas, il y a un petit A4, etc. Et ensuite, elle est représentée par des B. Je dois remonter un petit peu. Le B, il est positif. Et on a un B1 ici. Ok, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer des lignes pointillées comme ceci. Et on va tenter donc de déterminer le cas qui pourrait être le cas le pire. Le cas le pire, j'en vois personnellement deux. On va regarder le premier en bleu. C'est celui où la fréquence de la structure est exactement égale à oméga 0. Donc là, oméga 1. Donc si oméga 1 est égal à oméga 0, donc si la personne est en train de sauter sur la poutre avec la même fréquence que la fréquence de la structure, et on voit que le terme B1 va nous fournir un terme résonant. Deuxième cas critique, je vais mettre en mauve. Deuxième cas critique, mais c'est celui où la fréquence de résonance de la structure est proche, ouais, même exactement égale, à 2 oméga 0. Ok, donc ça veut dire que la personne saute à une fréquence qui est 2 fois plus petite que la fréquence de résonance de la structure. Donc oméga 0 est égal à oméga 1 divisé par 2. Mais du fait que une sollicitation qui est périodique à la fréquence oméga 0 génère des harmoniques dont la fréquence vaut 2 oméga 0, 3 oméga 0, 4 oméga 0, etc., on se rend compte que la composante, dans le cas d'une sollicitation en demi-sinus, comme celle qui nous intéresse, on se rend compte que la composante à 2 oméga 0, elle est loin d'être négligeable, et on a potentiellement un deuxième cas critique qui est cette situation-là. D'accord, donc pour la solution à la main, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit reprendre l'expression du B1,
Donc si on a envie, donc, dans ce cas-ci, de tenter de résoudre le problème, on doit reprendre l'expression du B1 qu'on peut calculer. Je reviens un petit peu en avant. Ici. Alors le B1, on a vu que c'était quoi? On a vu que c'était P demi, P0 demi. Je vais le noter tout de suite. Ce que le 1, 2 pourrait nous donner ici. A2. Donc n est égal à 2 dans cette équation-là. Donc on a P0 sur pi et 2 divisé par moins 3. Donc moins 2 tiers de P0 sur pi. Moins 2 tiers de P0 sur pi. Ok. Donc ça nous représente la sollicitation. On a un système qui est un système masse-ressort. K, M, C. Alors on a dit quoi? Il nous faut des valeurs équivalentes. Hein. On va mettre une masse équivalente. On a déjà fait l'équivalent à 1 degré de liberté de la poutre sur 2 appuis. C'est mu fois L demi. On peut calculer aussi la raideur équivalente. On l'a déjà calculé préalablement dans d'autres exercices. Je vous laisse revoir vos notes. On a quelque chose qui s'exprime par pi sur L exposant 4 fois EI fois L demi. Donc on va avoir oméga 1 égale racine carrée de k sur n. Je mets des étoiles pour indiquer ici que ce sont des valeurs généralisées, mais on pourrait les supprimer pour être cohérent. Et si on voulait la valeur de c, de racine carrée de km fois xi, où on connaît le xi, il vaut 5%, on l'a dit. Donc les propriétés de l'oscillateur, on peut les calculer numériquement. Je vous laisse les calculer, je vous laisse vérifier. Vous les retrouverez de toute manière dans la feuille MATLAB. Et donc qu'est-ce qu'on peut dire? Dans le pire des cas, B1 égale P0 sur 2. Dans le pire des cas, donc si la condition oméga 1 est égale à oméga 0 est vérifiée, mais on va avoir la composante de la réponse qui correspond à B1, c'est P0 sur 2, fois 1 sur K, et les coefficients d'amplification dynamique, 1 sur 2 xi. On pourrait ajouter, vous voyez ici dans cette zone-là de la fonction de réponse fréquentielle, on pourrait ajouter à cela le fait que 1, 2 répond également et contribue un tout petit peu à la réponse. Mais si on fait un calcul à la main, c'est pour avoir un ordre de grandeur de la réponse, et c'est quelque chose qu'on n'ajoute pas. D'accord. Bon, je ne devrais peut-être pas le dire, mais la raison pour laquelle la passerelle de Liège vibre, c'est qu'en fait, on a énormément de fréquences propres. On a énormément de fréquences propres, donc on a beaucoup plus de pics, on verra ça un petit peu plus tard. Et les composantes harmoniques de la marche du piéton sont telles que justement les A2, A3, A4, B2, B3, B4 font résonner en fait d'autres modes, et que ces accélérations dans tous ces modes s'additionnent pour fournir des accélérations mesurées qui sont relativement importantes. Malheureusement, les guides de dimensionnement qui ont été utilisés, qui sont habituellement utilisés, ne prévoient pas encore de mesures par rapport à cela. Donc ici, on essaie simplement d'obtenir des cas qui sont des amplitudes, des ordres de grandeur des amplitudes. 2 tiers de P0 sur pi, multiplié par 1 sur k, et multiplié par 1 sur 2 xi. On aurait pu dire tout de suite que le pire des deux cas est certainement celui-là, puisque vous voyez qu'on a P0 sur 2, alors qu'ici on a à peu près 2 neuvièmes, donc là on a à peu près 50% de P0, et là on a 2 neuvièmes, donc on a à peu près entre 20 et 25% de P0. Donc le pire des cas, worst case, est probablement celui-ci. Voilà, ceci est également résumé ici. Donc le premier cas, c'est celui qu'on a regardé en bleu. Dans ce cas, c'est uniquement la composante B1 qui compte. Et
la réponse est donnée par ça. Tout calcul fait, on arrive à 0,32. Je vous invite à vérifier la comparaison de cette solution, qui est une solution simple à la main, la comparer à ce qu'on a obtenu dans le fichier MATLAB. Et ensuite, le deuxième cas, c'est celui qui était en mauve. C'est celui pour lequel oméga 1 est égal à 2 oméga 0. Et on récupère la solution qu'on vient de développer ensemble. Voilà. Bon, j'espère que ceci est clair. Ceci nous amène vers le chapitre suivant, qui consiste à regarder des réponses